Claire Moreau serrait le volant avec force, ses jointures blanches à force de tension. Depuis plus d'une heure, elle roulait à travers les terres isolées de la Normandie, sur une route de campagne tortueuse, balayée par un vent glacial. Il faisait nuit depuis longtemps déjà, et les phares de sa vieille Citroën peinaient à découper l'épaisse brume qui s'abattait sur les collines. La pluie tombait en rideaux serrés, et chaque goutte s'écrasait sur le pare-brise comme un rappel cruel de sa solitude. Veuve depuis presque 2 ans, Claire avait quitté Paris ce matin-là sans but précis, seulement avec l'envie pressante de s'éloigner de tout ce qui lui rappelait Laurent, son mari, son passé, sa douleur. Elle n'avait prévenu personne. Son téléphone était presque déchargé, le signal inexistant depuis des kilomètres. L'isolement complet, exactement ce qu'elle croyait vouloir. Jusqu'à ce que le moteur toussote une dernière fois et rende l'âme. Un silence presque surnaturel s'installa à l'instant même où la voiture s'immobilisa. Claire tenta de redémarrer, mais le moteur refusa de coopérer. L'essuie-glace grinçait, obstiné mais inutile sur un pare-brise embué. Elle éteignit le contact, se pencha pour attraper son manteau sur la banquette arrière, puis soupira longuement. Dehors, le vent hurlait entre les arbres. Elle hésita à sortir, mais la température chutait rapidement. Rester dans la voiture ne ferait que la tremper davantage d'angoisse et de froid. Elle jeta un dernier coup d'œil à son téléphone. Aucun réseau. La batterie affichait 3%. Une lumière s'éteignit en elle. Prenant une inspiration profonde, elle ouvrit la portière et fut immédiatement frappée par la morsure de la pluie. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue et le bruit de ses pas semblait dévoré par la nuit. Elle referma la portière, rabattit sa capuche et s'enfonça dans l'obscurité, éclairée seulement par les faibles reflets que la lune tentait de projeter à travers les nuages. Pendant presque 1 heure, elle marcha sans savoir où elle allait, ses vêtements trempés collant à sa peau, ses pensées embrouillées par la peur et l'épuisement. Aucun panneau, aucune lumière à l'horizon. Juste cette route sinueuse et les ombres mouvantes des arbres. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, seule, au milieu de nulle part, chassée par un chagrin qui refusait de mourir. Alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, une silhouette apparut entre les arbres. Pas une personne, non, mais un bâtiment. Une forme carrée, sombre, avec un toit en pente abrupte. Une cabane. D'abord, elle crut à une illusion. Mais en s'approchant, elle distingua clairement une petite véranda, des volets fermés et une porte massive. La cabane semblait ancienne, construite en pierre et en bois, perdue dans la forêt comme un vestige oublié du passé. Claire s'avança, le cœur battant. Peut-être que personne n'y vivait depuis des années. Peut-être qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais le froid, la fatigue et le désespoir avaient réduit son instinct de prudence à néant. Elle monta les 2 marches glissantes, frappa à la porte et attendit, retenant son souffle. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. La pluie ruisselait sur son visage, et ses mains tremblaient. Puis un bruit, des pas lourds, traînants. La serrure tourna lentement, dans un grincement sinistre. La porte s'entr'ouvrit. Derrière elle, un homme apparut. Il avait la 60aine, le visage sec et fermé, les cheveux gris plaqués sur le crâne. Ses yeux sombres et méfiants la fixaient sans un mot. Il portait une chemise de flanelle boutonnée jusqu'au cou et un pantalon usé. Il ne semblait ni surpris, ni accueillant, juste présent. Claire, d'une voix brisée par le froid et l'émotion, murmura « S'il vous plaît, laissez-moi rester, juste pour cette nuit. » L'homme resta immobile, l'expression indéchiffrable. Un silence lourd s'installa entre eux. Puis il ouvrit un peu plus la porte, lentement, comme à regret. Claire entra sans un mot de plus. La chaleur relative de l'intérieur lui donna le vertige. Elle se retourna une dernière fois vers la forêt noyée de pluie, puis la porte se referma derrière elle, avec un claquement sourd. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit marquerait le début de quelque chose de bien plus profond que le froid ou la solitude. Dès qu'elle franchit le seuil de la cabane, Claire sentit une odeur étrange, difficile à définir. Ce n'était ni désagréable ni suffocant, mais elle détonnait avec l'extérieur trempé et sauvage. Une odeur de bois ancien, de cire, peut-être un soupçon de tabac froid. L'homme referma la porte derrière elle sans prononcer un mot. Le claquement sourd résonna dans le petit vestibule sombre, où la lumière provenait uniquement d'une lampe à pétrole posée sur une étagère. Il n'y avait pas d'électricité, ou du moins pas de lumière électrique visible. Elle resta debout, son manteau gouttant sur le plancher en bois. Ses cheveux dégoulinaient sur ses épaules,
Son souffle formait une brume discrète dans l'air plus froid que prévu. L'homme la dépassa sans un regard, se dirigeant vers une pièce adjacente, d'où filtrait un peu de chaleur. Elle l'entendit alimenter un poêle à bois, le cliquetis du métal contre le métal, puis le bruit rassurant des flammes qui prenaient. Il revint quelques instants plus tard, tenant un vieux drap qu'il lui tendit sans expression. « C'est chez vous là-bas, dit-il simplement, indiquant d'un geste sec une chaise près du poêle. Claire le remercia d'un murmure, surprise qu'il ait finalement accepté sa présence. Elle retira son manteau trempé, ses bottes alourdies de boue, puis s'installa à côté du feu. La chaleur lui piquait les doigts, presque douloureusement. Elle gardait un œil discret sur l'homme, qui s'affairait lentement à remettre de l'ordre dans une pièce déjà bien ordonnée. Il n'était pas sale, ni négligé. Chaque objet semblait à sa place. Mais l'atmosphère n'avait rien de chaleureux. Elle était sèche, contrôlée, froide comme une salle d'attente. Elle regarda autour d'elle, tentant de ne pas être trop intrusive. La cabane, bien que modeste, n'avait rien d'un abri de fortune. Les meubles étaient anciens mais solides et bien entretenus. Une horloge à balancier marquait les secondes avec une régularité irritante. Les murs, recouverts de lambris sombres, étaient presque vides. Une ou deux peintures champêtres, sans âme. Mais ce qui attira son attention, c'étaient les cadres photos. Tous tournés vers le mur, comme si on avait voulu cacher leur contenu au regard des visiteurs. Cela l'étonna. Elle hésita à poser une question, mais l'homme ne semblait pas disposé à converser. « Je m'appelle Claire, dit-elle pour rompre le silence. Il leva les yeux vers elle, presque surpris qu'elle parle. « Jacques, répondit-il simplement, avant de se détourner à nouveau. Un silence plus lourd s'installa. Claire comprit qu'elle ne devait pas s'attendre à des politesses. Elle se concentra sur le feu, laissant ses vêtements sécher doucement. Ses pensées vagabondaient entre les souvenirs de Paris et le malaise grandissant qu'elle ressentait dans ce lieu. Elle n'était pas en danger, pas ouvertement du moins, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement la solitude de Jacques ou l'isolement de la cabane. C'était une impression sourde, comme si elle venait de franchir une frontière invisible entre le monde ordinaire et une existence parallèle, figée, suspendue hors du temps. Un courant d'air froid traversa la pièce. Claire frissonna. Jacques avait entrouvert une autre porte donnant sur un couloir sombre. Elle aperçut brièvement une autre pièce, mais il referma presque aussitôt. Il la regarda avec une expression indéchiffrable, puis désigna une petite chambre au fond. « Vous pouvez dormir ici. Il y a des couvertures. La salle de bain est au bout du couloir à droite. » Elle acquiesça. La voix de Jacques était grave, presque rauque, mais il n'y avait ni menace ni hostilité. Simplement une réserve difficile à percer. Elle entra dans la chambre. Les murs étaient nus, sauf une étagère vide et un miroir fendu sur la commode. Le lit était fait, avec des draps propres mais usés, une couverture en laine pliée au pied du matelas. Elle s'y assit, laissant le silence l'envelopper à nouveau. Elle entendait les pas de Jacques dans la pièce voisine, l'horloge qui battait, le crépitement du feu. Il n'y avait pas de serrure à la porte. Claire resta un long moment assise, les mains posées sur ses genoux. Tout en elle lui criait de ne pas s'endormir. Mais elle était épuisée. Elle alla dans la salle de bain. Un lavabo en porcelaine écaillée, un miroir sans éclat, une serviette propre pliée avec soin. Rien de suspect, rien de rassurant non plus. De retour dans la chambre, elle s'allongea sans retirer ses vêtements, se contentant d'enlever ses chaussettes humides. Elle se couvrit jusqu'au menton, fixant le plafond sombre. La pluie frappait toujours contre les vitres, mais le bruit s'était transformé en murmure lointain. Son corps céda enfin à la fatigue, malgré les alarmes dans son esprit. Au milieu de la nuit, elle se réveilla en sursaut, sans savoir pourquoi. Aucun bruit, juste le silence, total. Elle tendit l'oreille, puis se leva lentement. Elle poussa la porte de la chambre, jeta un coup d'œil dans le couloir. Jacques n'était pas visible. Elle marcha à pas feutrés jusqu'au salon. Personne. Le poêle éteint. L'horloge s'était arrêtée. Un courant d'air lui fit tourner la tête. Une porte, celle qu'il avait ouverte plus tôt, était légèrement entr'ouverte. Elle hésita, mais la curiosité fut plus forte. Elle s'approcha, poussa doucement la porte. Ce qu'elle vit ne dura qu'une seconde. Une pièce sombre, un fauteuil recouvert d'un drap, des rideaux tirés, et sur une commode un cadre photo cette fois tourné vers elle. Elle fit un pas en avant. Mais une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous n'avez rien à faire ici. » Jacques était là, son regard dur, les poings serrés.
Il n'avait pas crié, mais son ton avait changé. Il ne voulait pas de questions. Il ne voulait pas de regard. Elle recula lentement, baissant les yeux. Il referma la porte lentement, puis tourna les talons sans un mot. Claire retourna dans sa chambre, le cœur battant. Le froid semblait être revenu. Elle s'allongea, incapable de retrouver le sommeil. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une nuit d'orage, ni un simple refuge. Cette cabane cachait quelque chose de plus profond, de plus ancien. Et Jacques Delarue, avec son silence et ses yeux fuyants, n'avait pas encore dit le quart de ce qu'il savait. Le matin se leva lentement sur la forêt normande, baignée d'une lumière grise filtrée par les nuages bas. La pluie a cessé, mais l'air reste chargé d'humidité. Claire se redresse dans le lit dur, le dos engourdi et les yeux cernés. Elle n'a dormi que par à-coups, chaque craquement du bois, chaque silence trop épais l'ayant sorti de sa torpeur. La chambre est froide. Elle enfile rapidement ses vêtements, encore légèrement humides, puis ouvre la porte sans bruit. La maison semble vide à nouveau. Le poêle n'est pas allumé. Le silence est si dense qu'on pourrait croire qu'elle est seule. Pourtant, elle perçoit un bruit sourd, étouffé. Jacques est là. Elle suit le son jusqu'à la cuisine, où elle le trouve assis à une petite table, buvant lentement une tasse de café noir. Il ne lève pas les yeux quand elle entre. Aucun mot ne sort de sa bouche. Il ne l'invite pas à s'asseoir, mais elle le fait tout de même, prenant place en face de lui. Claire observe son visage, un mélange de lassitude et de dureté. Un homme qui semble avoir abandonné l'idée de plaire ou de convaincre. Elle tente un sourire, mais il ne répond pas. Il pousse une seconde tasse vers elle. Le café est fort, amer, mais elle le boit sans se plaindre. C'est la première chaleur de la journée. « Merci », murmure-t-elle. Jacques s'acquiesce d'un simple mouvement de tête, les yeux toujours fixés sur un point invisible devant lui. Aucun mot de plus. Claire hésite, pèse ses options. Elle n'est pas une femme peureuse, mais elle sait reconnaître une atmosphère instable. Et cette maison, ce silence, ces gestes calculés, tout lui indique qu'elle doit rester sur ses gardes. Après quelques minutes, Jacques se lève sans un mot et commence à ranger la cuisine, chaque geste mesuré, presque mécanique. Claire l'aide, même s'il ne le lui demande pas. Il ne proteste pas, ne la regarde pas non plus. Elle veut briser cette barrière, comprendre cet homme, comprendre ce lieu, comprendre pourquoi elle se sent à la fois tolérée et rejetée. « Vous vivez seul ici depuis longtemps ?» demande-t-elle en essuyant une assiette. Il se fige un instant, puis reprend son geste lentement. « Assez, répond-il. Trop, peut-être. » Il n'ajoute rien. Pas de détails, pas d'anecdote. Claire n'insiste pas. Elle sait reconnaître un mur quand elle en voit un. Elle range l'assiette dans l'armoire et regarde autour d'elle. Tout est à sa place. Pas de poussière, pas de désordre. Pourtant, la maison semble figée, comme si aucun événement nouveau n'y avait eu lieu depuis des années. Dans le salon, les cadres photos sont toujours retournés. Claire les observe en silence. Qui étaient ces gens? Pourquoi ces images sont-elles dissimulées, presque reniées? Elle s'approche de l'un d'eux, curieuse, mais ne le touche pas. Jacques entre soudain dans la pièce et ses yeux se posent sur elle. « Ce ne sont pas vos affaires », dit-il d'une voix calme mais ferme. Claire recule d'un pas. Elle s'excuse, même si elle n'a rien fait. Elle ressent une tension latente, une douleur qu'il tente de contenir, de dissimuler derrière une routine rigide et un mutisme volontaire. Elle comprend que ces photos sont importantes, trop importantes pour être regardées par une étrangère. « Je ne voulais pas vous manquer de respect », dit-elle doucement. Jacques la fixe un moment puis hoche la tête comme s'il acceptait ses paroles. Il s'assied dans un fauteuil usé près de la cheminée, attrape un livre mais ne l'ouvre pas. Il reste là, silencieux à regarder le vide. Claire, ne sachant que faire, décide de sortir un instant. L'air extérieur, bien que froid, lui semble plus respirable que l'atmosphère pesante de l'intérieur. La forêt qui entoure la cabane est dense, humide, couverte de mousse et de feuilles mortes. Claire marche lentement, observant les arbres, écoutant les sons de la nature. À quelques mètres de la maison, elle aperçoit un vieux banc en pierre, presque entièrement recouvert de lichen. Elle s'y assied, respire profondément. Le calme de l'endroit est apaisant malgré tout. Son esprit revient sans cesse à Jacques. Il n'a rien d'un fou ni d'un homme dangereux, mais il cache quelque chose. Quelque chose d'invisible, mais palpable. Une douleur ancienne peut-être, une perte. Claire n'ose encore formuler ce qu'elle pressent, mais elle sait déjà que cet homme n'est pas un simple ermite. Elle rentre en fin de matinée. Jacques est toujours dans le salon. Il n'a pas bougé.
Elle décide de lui préparer quelque chose à manger. Elle trouve des œufs, un peu de pain sec, du beurre. Il ne proteste pas. Quand elle pose l'assiette devant lui, il la regarde pour la première fois vraiment. Pas de colère, pas de suspicion. Une reconnaissance muette. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-il. »« Je le sais, répond-elle. Mais ça ne me coûte rien. » Il mange lentement. Elle aussi. Le repas se déroule dans un silence presque cérémoniel. Aucun mot superflu, aucune familiarité. Juste deux personnes qui partagent quelque chose de simple dans un lieu chargé d'ombre. Quand elle se lève pour débarrasser, elle remarque une porte au fond du couloir, différente des autres. Elle est verrouillée. Contrairement aux autres portes, celle-ci est parfaitement propre, sans poussière, sans trace de main. Elle hésite à poser une question, mais Jacques parle avant elle. « Ce n'est pas une pièce pour les invités, dit-il, sans lever les yeux. » Claire comprend que le sujet est clos. Elle ne demande rien de plus. Mais au fond d'elle, quelque chose vient de naître. Une inquiétude ou une curiosité irrépressible. Qui est cet homme? Pourquoi vit-il ainsi? Et surtout, que contient cette maison dont chaque silence semble chargé d'une histoire que personne n'ose raconter? Elle retourne dans la chambre, troublée. L'après-midi s'étire, lentement. Jacques ne parle presque pas. Il lit, fume, parfois sort sans dire où il va. Claire reste à l'intérieur, scrutant les objets, les recoins, les détails. Elle ne touche rien, mais elle observe. Et plus elle regarde, plus elle sent que chaque chose ici a été choisie, conservée, comme pour maintenir vivant quelque chose que le temps aurait dû effacer. Quand la nuit tombe, Jacques prépare à nouveau le poêle. Il lui souhaite une bonne nuit d'un simple hochement de tête. Elle le remercie. Dans la chambre, elle s'allonge, incapable de fermer l'œil. Elle repense à la porte verrouillée, aux photos retournées, au regard fuyant de Jacques. Ce silence n'est pas anodin. Il n'est pas vide. Il est rempli de souvenirs, d'absences, de choses tues. Et elle, venue chercher le calme, se retrouve au cœur d'un monde immobile qui semble attendre quelque chose ou quelqu'un pour se briser enfin. Le lendemain matin, la lumière peinait à traverser les vitres ternes de la cabane. Un voile de brouillard s'était abattu sur la forêt, donnant aux arbres une allure floue, presque effacée. Claire se leva avec cette sensation de tension diffuse dans la poitrine, comme si elle dormait depuis des jours, sans jamais trouver le repos. Elle enfila rapidement son pull, cherchant un peu de chaleur dans cet intérieur où chaque pièce semblait garder le froid comme un souvenir vivant. Le poêle n'avait pas été allumé. Jacques, encore une fois, était introuvable. Elle marcha lentement dans la maison à la recherche d'un signe de son hôte. Les pas feutrés sur le parquet craquant, elle passa devant les cadres toujours retournés, désormais plus familiers mais toujours aussi dérangeants. Une partie d'elle voulait les redresser, briser cette règle tacite imposée par le silence de Jacques. Mais elle s'en abstint encore. Elle arriva dans la cuisine où un bol de café froid reposait sur la table. Jacques avait été là, sans doute tôt, comme la veille. Il sortait souvent le matin, disparaissant entre les arbres sans prévenir. Claire se servit elle-même du café, puis décida de chercher une couverture dans l'armoire du salon. L'air était mordant, et le feu mort depuis la veille. Elle ouvrit le petit placard près du mur, là où elle avait vu des couvertures pliées la nuit précédente. En tirant une pile de linge, un mouvement maladroit fit basculer un petit cadre photo posé à plat derrière les couvertures. Il tomba lourdement sur le plancher, le verre se brisant net en plusieurs morceaux. Claire se figea, l'esprit vide un instant. Puis lentement, elle se pencha pour ramasser l'objet. Elle écartait les éclats tranchants quand son regard tomba sur la photographie révélée. Une femme, debout dans un jardin fleuri, souriait légèrement à l'objectif. Les cheveux châtain clair, le visage fin, un port de tête gracieux. Claire sentit sa gorge se nouer. La ressemblance était troublante. Pas une simple coïncidence. Cette femme aurait pu être sa sœur, ou même son reflet quelques années plus tôt. Un frisson la traversa. Elle retourna le cadre, y cherchant un nom, une date, n'importe quel indice. Rien. Juste ce visage familier, figé dans une pose paisible. Elle entendit alors le craquement d'un pas derrière elle. Jacques se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage fermé. Ses yeux passèrent du cadre brisé à Claire, puis revinrent au cadre. « Vous n'auriez pas dû fouiller là », dit-il sèchement. « Je ne fouillais pas. Je cherchais une couverture. Il est tombé sans que je le veuille, répondit-elle honnêtement. Jacques s'avança d'un pas, prit le cadre des mains de Claire, sans violence, mais sans douceur non plus.
Il le regarda longuement, puis, sans un mot, posa le cadre retourné sur une étagère en hauteur, hors de portée. « Qui est-elle » demanda Claire malgré elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'endroit où le cadre avait reposé, comme si les fragments de verre au sol avaient réveillé quelque chose qu'il s'efforçait d'oublier depuis longtemps. Enfin, il murmura « Personne ». Claire fronça les sourcils, mais elle ne dit rien de plus. Elle sentait que chaque mot échappé de Jacques était un effort, une porte qu'il devait forcer lui-même, à contre-cœur. Il se baissa pour ramasser les morceaux de verre, les jeta dans une boîte en métal près du poêle, puis quitta la pièce sans la regarder. Elle resta seule, figée, son esprit repassant l'image du visage de la femme. Il y avait plus qu'une simple ressemblance. Il y avait une familiarité troublante, une sorte de reflet déformé mais réel, et la réaction de Jacques ne faisait que renforcer son malaise. Plus tard, elle sortit prendre l'air dans l'espoir d'éclaircir ses pensées. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas. Le brouillard ne s'était pas levé, masquant les contours de la forêt. Elle marcha sans but, laissant ses pensées errer. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la cabane, mais elle ne pouvait fuir ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle revint, Jacques l'attendait sur le perron, les bras croisés, les yeux froids. Il ne dit rien, mais son regard parlait pour lui. Claire monta les marches, s'arrêta devant lui. « Vous pensez que je vous veux du mal ?» demanda-t-elle. Jacques la fixa encore un instant, puis secoua la tête. « Je pense que vous posez trop de questions. » Elle haussa les épaules. « Peut-être parce que je me retrouve dans une maison inconnue, avec un homme que je ne connais pas, qui garde des photos retournées et verrouille des pièces. Vous ne pouvez pas m'en vouloir de m'interroger. » Il ne répondit pas. Il se retourna et rentra à l'intérieur. Elle le suivit. Le reste de la journée se passa dans un silence tendu. Claire évita les questions, évita les pièces verrouillées, évita même de croiser trop souvent le regard de Jacques. Mais l'image du visage dans le cadre ne la quittait pas. Elle retourna dans sa chambre plus tôt ce soir-là, feignant la fatigue. En réalité, elle avait besoin de solitude pour réfléchir. Qui était cette femme? Pourquoi la cacher? Et surtout, pourquoi cette ressemblance? Elle pensa à Laurent, son mari disparu. Il ne lui avait jamais parlé de la Normandie. Elle n'avait aucun lien avec cette région, aucun souvenir d'y avoir mis les pieds. Et pourtant, tout ici semblait étrangement connecté. Elle ferma les yeux, mais l'image de la femme revenait sans cesse, superposée à la sienne. Un visage trop proche, trop familier. Et dans le silence de la nuit, elle se demanda si elle n'avait pas déjà franchi une limite invisible, si elle n'était pas en train de s'emmêler dans une histoire plus ancienne, plus enfouie qu'elle ne l'aurait cru. Mais elle refusait encore d'y voir autre chose qu'une coïncidence. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette photographie n'était que la première fissure d'un mur prêt à s'effondrer. La nuit avait été brève et agitée. Claire s'était retournée sans cesse, incapable d'ignorer la sensation persistante d'avoir franchi une limite en découvrant la photographie cachée. Elle ne savait pas si c'était la ressemblance avec la femme ou la réaction de Jacques qui la troublait davantage. Au petit matin, elle se leva avec un objectif précis, comprendre ce qu'il se passait dans cette maison, dans cette forêt, dans ce passé suspendu. Jacques n'était pas visible comme chaque matin. Claire en profita pour explorer davantage dans le calme étrange de l'aube. Elle avait évité jusqu'ici de fouiller par respect ou prudence, mais les silences accumulés et les regards fuyants la poussaient désormais à chercher des réponses. Elle commença dans le salon, regardant sous les coussins derrière les meubles. Rien. Tout était rangé à l'excès, presque trop propre pour une maison habitée par un homme seul. Elle inspecta les bibliothèques, les tiroirs. Dans l'un d'eux, elle trouva enfin quelque chose d'inhabituel. Une boîte en fer dissimulée derrière une pile de vieux journaux. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une série de découpures de journaux soigneusement pliés, certaines jaunies, d'autres plus récentes. Toutes portaient sur la même affaire, la disparition d'une femme nommée Élodie Delarue, survenue 5 ans plus tôt. Claire sentit son cœur accélérer. Elle déplia les articles un à un, les yeux parcourant chaque mot avec une attention fébrile. Les titres se répétaient, disparition mystérieuse en forêt normande, toujours aucune trace d'Élodie D, enquête au point mort. Plusieurs articles parlèrent de la même chose. Une femme d'une 40aine d'années, mariée à un certain Jacques Delarue, avait disparu du jour au lendemain, sans laisser de lettres, sans prendre d'effets personnels. L'enquête avait conclu à une fugue volontaire, faute de preuves de crime.
Aucun témoin, aucune trace, aucune suite. Claire sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Élodie, ce prénom, ce visage. Elle replia un article, s'attardant sur une photographie floue imprimée sur papier journal. Malgré la qualité médiocre de l'image, elle reconnut immédiatement la femme du cadre brisé, et elle comprit. Ce n'était pas simplement une ressemblance, c'était la même personne. Même posture, même trait, même regard. Elle referma la boîte précipitamment, la remit à sa place, réarrangea les journaux comme elle les avait trouvés. Il ne fallait pas que Jacques sache ce qu'elle avait découvert. Du moins pas encore. Elle voulait comprendre davantage avant de le confronter. Elle sortit de la maison, prétextant une promenade, mais son but était clair. Elle avait vu un petit sentier menant vers la route principale la veille. Elle le suivit, marchant vite, presque en courant, portée par l'urgence de sortir de l'ombre de cette cabane. Au bout de 40 minutes de marche, elle atteignit un hameau composé de quelques maisons et d'une épicerie. Un vieux panneau indiquait le nom du village, Sainte-Hélène-sous-Bois. Elle entra dans l'épicerie, salua la commerçante, une femme d'une 50aine d'années au visage avenant. Claire acheta une bouteille d'eau, quelques biscuits, et engagea la conversation avec prudence. « Excusez-moi, vous vivez ici depuis longtemps ?»« Toujours. Mon père tenait déjà l'épicerie avant moi. » Claire hocha la tête, cherchant les mots justes. « Vous avez connu une femme qui s'appelait Élodie de la rue ?» La commerçante s'immobilisa un instant. Son regard changea, se teintant de prudence. « Pourquoi cette question ?»« J'ai entendu parler de sa disparition. J'étais de passage dans le coin, et j'ai vu un article ancien. » Un silence pesa, puis la femme soupira. « Tout le monde ici connaît cette histoire, une vraie tragédie. Une femme douce, discrète, qui ne faisait pas de vagues. Elle est partie du jour au lendemain. On ne l'a jamais revue. Certains disent qu'elle en avait marre, qu'elle est partie refaire sa vie ailleurs. D'autres pensent qu'elle est morte dans les bois. Mais il n'y a jamais eu de preuves. Et son mari? Jacques, dit Claire. Oui, un homme fermé. Pas méchant, mais distant. Après la disparition de sa femme, il s'est isolé. Il ne descend plus au village depuis des années. Personne ne sait vraiment ce qu'il pense, ni ce qu'il ressent. Il vit seul, dans sa cabane. Claire remercia la femme, puis quitta l'épicerie. Elle marcha un moment dans le village, s'imprégnant de l'ambiance. Un lieu figé, comme suspendu lui aussi dans le souvenir de ce mystère non résolu. Elle prit quelques journaux locaux dans une boîte à l'entrée de la mairie fermée, espérant y trouver d'autres articles. Puis elle reprit le chemin vers la cabane. Son esprit était en ébullition. Elle avait désormais un nom, une histoire, une disparition. Et cette femme, Élodie, ressemblait à s'y méprendre à elle. Cela ne pouvait pas être anodin. Elle repensa à Jacques, à son silence, à sa colère contenue, à cette pièce verrouillée, à ses photos cachées, à ce cadre qu'il n'avait pas voulu qu'elle voie. Lorsqu'elle arriva à la cabane, le ciel s'était assombri à nouveau. Jacques était dans le jardin, une pelle à la main, retournant la terre sans grande conviction. Claire l'observa un instant, puis entra sans faire de bruit. Elle alla directement dans sa chambre, glissa les journaux et les articles dans sa valise. Elle savait désormais que ce séjour ne serait pas passager. Il fallait comprendre, creuser, démêler le vrai du mensonge. Le soir venu, Jacques était plus calme, comme s'il avait accepté sa présence pour de bon. Ils partagèrent un repas silencieux, mais moins tendu que les jours précédents. Claire ne parla pas de ce qu'elle avait trouvé. Pas encore. Il fallait attendre. Il fallait que les pièces du puzzle s'assemblent mieux. Mais une chose était sûre, cette maison n'était pas seulement un refuge contre la pluie, elle était le théâtre d'un passé que Jacques tentait d'enterrer, et Claire, par une étrange coïncidence ou un enchaînement de faits plus troublants encore, venait de remettre en marche une mémoire qu'il aurait voulu garder figée. La journée suivante débuta sous un ciel bas et gris, à peine distincte de la brume qui s'accrochait aux arbres environnants. Claire s'était réveillée tôt, toujours sous l'emprise d'une tension diffuse, alimentée par les découvertes de la veille, les journaux, les coupures, les regards fuyants des habitants de Sainte-Hélène-sous-Bois. Tout indiquait que la disparition d'Élodie de la rue n'était pas un simple accident du passé. Et plus le temps passait, plus Claire sentait que sa propre présence dans cette maison réveillait quelque chose de profondément enfoui. Jacques était déjà levé, silencieux, comme à son habitude. Il prit son café sans un mot, puis sortit dans le jardin, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Claire l'observa par la fenêtre, une silhouette raide sous la veste en laine,
creusant encore une fois la terre dans un coin du potager. Une tâche répétitive, presque mécanique, sans but apparent. Elle détourna les yeux, résolue à suivre une intuition qui la travaillait depuis plusieurs jours. Elle retourna dans le couloir, celui qui menait aux chambres. Là, au fond, se trouvait la porte verrouillée qu'elle avait déjà remarquée. Elle s'en approcha. Elle posa la main sur la poignée, la tourna doucement. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance. Elle resta un instant immobile, hésitant à entrer. L'odeur qui s'échappa de la pièce était douce, presque agréable, un mélange de vieux parfums et de bois ciré. Rien d'agressif, rien d'anormal. Elle poussa lentement la porte. À l'intérieur, la lumière était tamisée, filtrée par des rideaux épais tirés à moitié. La pièce n'était pas abandonnée. Bien au contraire. Tout semblait intact, rangé, vivant. Un lit parfaitement fait, recouvert d'une couverture en dentelle beige. Une coiffeuse ornée de flacons de parfum, de peignes, de boîtes à bijoux. Des robes suspendues dans une armoire entr'ouverte, des chaussures soigneusement alignées au pied du meuble. Claire fit un pas dans la pièce, puis un autre, chaque mouvement accompagné d'un battement de cœur plus rapide. Ce n'était pas une chambre d'amis. C'était la chambre de quelqu'un qui avait vécu ici et qui aurait pu y revenir à tout moment. Aucun signe de départ précipité. Aucun désordre. Tout était en place. Claire s'approcha de la coiffeuse. Sur le plateau de verre, un rouge à lèvres entamé, une brosse avec quelques cheveux clairs accrochés au picot, un miroir propre, sans poussière. Comme si quelqu'un l'avait utilisé récemment. Elle ouvrit un tiroir. Des lettres, des papiers, des carnets. Elle en prit un au hasard. Des pages remplies d'une écriture ronde et régulière. Elle n'osa pas lire. Pas encore. Elle reposa le carnet, referma doucement le tiroir. Son regard fut attiré par une photographie posée à l'intérieur du miroir, coincée entre le verre et le cadre. Un cliché en noir et blanc. Élodie, souriante, debout près de Jacques, dans ce même jardin. Claire observa les traits de la femme, sa posture, l'expression douce de son visage. Elle ne pouvait pas nier l'évidence. Elle avait l'impression de se regarder dans un miroir déformé par le temps. Un grincement dans le couloir la fit sursauter. Elle se retourna vivement, s'attendant à voir Jacques, mais il n'y avait personne. Elle referma doucement la porte, prenant soin de la laisser dans l'état exact où elle l'avait trouvée. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Cette chambre n'avait rien d'un sanctuaire figé. Elle était entretenue, habitée par la mémoire précise de quelqu'un que Jacques n'avait jamais laissé partir. Elle comprenait maintenant la rigidité de son comportement, les silences, les photos cachées. Il ne vivait pas seul. Il vivait avec l'absence. Elle passa la journée à observer. Jacques semblait plus nerveux que d'habitude. Il rentrait et sortait fréquemment, sans raison apparente. Par moments, il s'arrêtait au milieu de la pièce, comme s'il cherchait quelque chose à dire ou à faire, mais se ravisait toujours. Leurs échanges furent rares, limités au strict nécessaire. Claire évita de mentionner la chambre. Elle voulait attendre le bon moment, si tant est qu'il existe. À la nuit tombée, le silence reprit ses droits. Jacques s'assit dans son fauteuil, le regard perdu vers le feu. Claire resta à l'autre bout de la pièce, feignant de lire un vieux magazine trouvé dans un tiroir. L'atmosphère était lourde, saturée de non-dits. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent semblait faire écho à une vérité prête à surgir. Quand elle se leva pour rejoindre sa chambre, Jacques l'interpella. « Vous avez ouvert la porte ?» Claire se retourna lentement. Il ne la regardait pas, mais elle savait qu'il parlait de la chambre. « Elle n'était pas fermée », répondit-elle calmement. Un silence s'ensuivit. Puis, dans un souffle, « Je l'entretiens, chaque semaine. » Elle aimait que tout soit à sa place. Claire s'approcha de quelques pas, prudemment. « Vous parlez d'Élodie ?» Il acquiesça sans un mot. « C'est elle, sur la photo dans le miroir, n'est-ce pas ?»« Oui. Et elle vous a quitté il y a 5 ans. » Il tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux étaient fatigués, usés, mais lucides. « Non, elle a disparu. Un matin, elle n'était plus là. Pas de bagages, pas de lettres. Juste, partie. Et depuis, vous attendez ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il semblait peser chaque mot. « On ne disparaît pas comme ça. Pas quand on vit ensemble depuis 20 ans. Pas sans signe. » Claire hocha la tête lentement. « Mais elle n'est jamais revenue. » Jacques ferma les yeux, comme pour se protéger d'un souvenir trop vif. « Non. » Elle s'apprêta à poser une autre question,
Mais il se leva soudain, sans un mot, et quitta la pièce. La discussion était close pour ce soir. Claire retourna dans sa chambre. Elle se sentait à la fois plus proche et plus distante de la vérité. Jacques n'avait pas menti. Il avait simplement retenu tout ce qu'il pouvait, enfermé dans sa routine et ses souvenirs. Mais maintenant, elle avait la clé. La chambre ouverte, les objets intacts, les journaux cachés. Tout pointait vers une seule direction. Quelque chose s'était produit dans cette maison, et ce n'était pas un simple départ volontaire. Au matin, l'air semblait plus lourd que les jours précédents. Les nuages bas pesaient sur la forêt, rendant la lumière presque métallique. Claire se leva tôt, sans attendre que le bruit du poêle ou de la vaisselle lui indique que Jacques était déjà actif. Elle descendit dans la cuisine, trouva la table vide, pas de café, pas de bol. Elle s'autorisa à préparer elle-même de l'eau chaude, farfouilla dans les placards et y trouva un paquet entamé de café moulu. L'odeur familière, amère et rassurante lui fit momentanément oublier la tension des jours passés. Alors qu'elle versait l'eau, elle entendit les pas de Jacques dans le couloir. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, la regarda brièvement, puis entra sans un mot. Il prit une tasse, s'assit, les bras croisés. Claire le servit sans rien dire. Ils burent en silence, mais quelque chose avait changé. Le regard de Jacques n'était plus aussi dur. Il y avait dans ses yeux une fatigue mêlée à une forme de résolution. Il semblait avoir accepté que certaines choses ne pouvaient plus rester cachées. « Je vous dois des réponses », dit-il soudain. Claire posa sa tasse. Elle le fixa, attentive. « Pas parce que vous les avez demandées, mais parce que vous les avez méritées. » Elle ne répondit pas. Elle savait que tout ce qu'elle aurait pu dire aurait détourné la direction fragile que prenait cette conversation. Élodie, ma femme, n'était pas malheureuse, pas à ce que je croyais. On vivait une vie simple, tranquille. On ne sortait pas beaucoup, on n'avait pas d'enfants, mais on s'entendait. Elle lisait, elle cousait, elle aimait la forêt. Et puis un jour, elle a changé. Il marqua une pause, le regard perdu dans sa tasse. Ce n'était pas brutal, c'était progressif. Des silences plus longs, des regards ailleurs, une forme de distance. Elle disait que tout allait bien, mais je sentais que quelque chose échappait à ma compréhension. J'ai cru qu'elle traversait une phase. J'ai essayé d'être patient. Claire l'écoutait sans l'interrompre. Il parlait d'une voix calme, presque mécanique, comme s'il avait récité ce récit dans sa tête des centaines de fois. Puis un matin, elle n'était plus là. Je suis sorti, j'ai fouillé la forêt, j'ai alerté les voisins, la gendarmerie. Aucune trace, aucune explication, pas même un mot. Ils ont cru à une fugue. Moi, je savais que ce n'était pas elle. Il serra les dents, son visage se contracta légèrement. J'ai fouillé sa chambre, ses affaires. Rien, pas une piste. Mais je savais qu'elle n'était pas partie sans raison. Quelqu'un l'avait influencée, peut-être même aidée. Je ne voulais pas y croire, mais au fond, je le savais. Et puis, un jour, j'ai trouvé une enveloppe vide cachée dans un de ses livres. Pas de lettres, juste une photo à moitié déchirée. Elle n'était pas seule dessus. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous savez qui c'était » demanda-t-elle. Jacques hocha la tête, lentement. Un homme que je n'avais jamais vu avant. Mais j'ai retrouvé son visage ailleurs. Dans un journal parisien, il s'appelait Laurent. Laurent Moreau. Le nom explosa dans l'esprit de Claire. Elle faillit faire tomber sa tasse. « C'était mon mari », dit-elle dans un souffle. « Laurent. Il est mort il y a 2 ans. On vivait à Paris. » Jacques la fixa, interdit. Un long silence suivit. Puis il murmura incrédule. « Vous êtes sa veuve. » Elle hocha lentement la tête. Le choc se lisait sur leurs 2 visages. Les lignes du passé, longtemps floues, s'alignaient brutalement. Le silence, les regards, la chambre entretenue, la ressemblance entre Claire et Élodie, tout prenait une nouvelle dimension. « Je n'ai jamais su qu'il connaissait cette région, » reprit-elle. « Il ne m'a jamais parlé de vous, ni d'Élodie. Et pourtant, c'est lui qui a peut-être tout déclenché. Je croyais qu'il l'avait emmenée. Je l'ai cru pendant des années. J'ai nourri cette idée. C'était plus facile que d'accepter qu'elle ait pu me quitter seule. » Claire se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Elle avait besoin de bouger, de respirer. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Laurent, son mari, cet homme discret, méthodique, lui avait caché un pan entier de sa vie. Il connaissait Élodie. Mieux encore, il en était peut-être proche, peut-être l'avait-il aimée, et Claire, sans le savoir, avait dormi dans la maison de son passé. « Je suis désolée, dit-elle enfin. Je ne sais pas quoi dire. Je ne savais rien.
Jacques secoua la tête. « Ce n'est pas votre faute. Vous êtes tombé ici par hasard, mais ce n'est pas un hasard. Vous ressemblez à Élodie. Votre façon de parler, votre regard. Quand je vous ai vu, j'ai cru à un mauvais rêve. Puis je me suis dit que le destin voulait peut-être m'envoyer une réponse. Et si cette réponse, c'était de découvrir la vérité? Ensemble ?» Jacques ne répondit pas tout de suite. Il fixait à nouveau un point invisible sur la table. Claire le laissa réfléchir. Elle sentait que la glace avait craqué, que les murs de silence commençaient enfin à s'effondrer. Il y avait encore beaucoup à comprendre, beaucoup à apprendre. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle n'était plus seulement une invitée inattendue. Elle était devenue une pièce essentielle d'un puzzle oublié, que même Jacques semblait prêt à assembler. Dès l'aube, un froid glacial s'immisça entre les planches de la vieille cabane. Claire ne dormit guère, l'esprit agité par les révélations de la veille. Elle s'habilla en silence, enfila son manteau trempé des jours précédents, puis descendit les marches grinçantes vers la cuisine. L'air était immobile. La lampe à pétrole projeta une lueur vacillante sur les objets disposés avec soin autour de la pièce. Jacques dormait encore, recroquevillé dans un vieux fauteuil. Elle s'éclaircit la voix doucement, mais il resta immobile. Elle sortit, refermant la porte sans bruit, et se glissa dans le brouillard humide de la forêt. Elle avait besoin d'air, de vérité, de repères hors de ce huis clos, où la mémoire semblait s'étirer jusqu'à l'étouffement. Son but cette fois n'était pas le village lui-même, mais le bureau d'archives d'un canton voisin, à une quinzaine de kilomètres. Elle marcha d'un pas vif, le cœur lourd, chaque pas soulevant des feuilles détrempées. L'heure tardive n'effraya pas, sa détermination faisait office de force. Elle atteignit l'endroit poussiéreux vers 9 heures du matin. L'archiviste, un homme ridé au regard sec, l'accueillit poliment, un peu surpris par sa demande. « Je cherche tous les documents concernant la disparition d'une femme nommée Élodie Delarue, il y a environ 5 ans. » L'homme poussa un soupir, avant d'ouvrir les rayonnages anciens, de sortir des registres couverts de moisissures et de poussière, des journaux locaux, des coupures, des rapports de gendarmerie. L'odeur de vieux papier emplit la pièce, et Claire sentit une sorte de révérence naître en elle, comme si chaque feuille contenait un éclat de vérité attendu depuis trop longtemps. Elle compulsa les registres avec soin. Date de signalement, rapport initial, témoignage. Peu de mots, beaucoup de lacunes. Tout évoquait une procédure bâclée, une hypothèse trop vite conclue, la fugue volontaire. Elle feuilleta les journaux jadis déjà consultés, plus attentivement. Certaines photos publiées montraient Élodie, portant un manteau sombre, les cheveux tirés en arrière, regard fixe, presque dur. Mais un détail attira l'attention. Une date mentionnait un appel à témoins signalant un homme vu en compagnie d'Élodie, quelques jours avant sa disparition, un certain Laurent Moreau. Elle eut le souffle coupé. Un autre article, publié quelques mois plus tard, rapportait un témoignage rétracté. L'homme aurait eu un accent parisien, mais l'auteur du témoignage avait disparu, son nom rayé, comme effacé. Son regard remonta au rapport officiel de la gendarmerie. L'enquête s'était arrêtée faute de preuves, mais certaines pages étaient manquantes. Des annotations au stylo noir indiquaient « dossier clos, absence de charge ». Personne n'avait cherché plus loin, personne n'avait questionné l'existence de ce fameux Laurent Moreau. Et pourtant, l'ombre de ce nom hantait le passé de la femme disparue et le présent de Claire. Elle ferma les yeux un instant, essayant de retenir l'émotion. Quand elle les rouvrit, elle distingua l'archiviste qui la regardait, curieux. « Vous semblez tenir quelque chose », dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Il y a des incohérences, des témoignages ignorés, des documents manquants. Et un nom, Laurent Moreau. » L'archiviste pinça les lèvres. « Ces affaires-là dérangent. Beaucoup préféraient croire à une fugue, peu osaient creuser. Depuis tout ce temps, le dossier dort. » Claire remercia l'homme, paya une photocopie des pages consultées, puis sortit sans un mot. Le froid piqua sa peau humide, mais elle sentit une énergie nouvelle. La vérité, même si difficile, prenait forme. Elle marcha d'un pas décidé vers la cabane, décidée à confronter Jacques. Elle n'était plus seule dans cette quête, elle portait l'épreuve. Elle franchit le seuil alors qu'un feu mourant jetait des ombres tremblantes dans le salon. Jacques était là, appuyé contre le manteau de la cheminée, les yeux rivés sur les flammes. Il leva la tête à son entrée, surprise dans son regard. Elle glissa sur la table les photocopies,
les regarda droit dans les yeux. « J'ai refait les archives. Voici ce que j'ai trouvé. Laurent Moreau. » Son nom réapparaît dans plusieurs documents liés à la disparition d'Élodie. Des témoignages ignorés, des appels classés sans suite, des omissions volontairement nettoyées. Un silence glacial emplit la cabane. Jacques secoua la tête, regard perdu. Il s'approcha, hésitant, les mains tremblantes. Ce nom, il marqua une pause, cherchant ses mots. Je pensais qu'il n'existait pas. Tous avaient fermé les yeux. Il fallait oublier. Claire croisa les bras, difficilement. Et vous l'avez cru toutes ces années, que l'enquête avait été menée, que c'était terminé. Mais vous n'avez jamais cherché plus loin. Pas une lettre, pas un journal, pas un témoin. Vous avez accepté le silence. Vous avez choisi l'oubli. Il baissa les yeux, honteux. Peut-être que je ne voulais pas savoir, ou que je n'étais pas prêt à affronter ce que j'imaginais. Elle sentit une colère sourde monter. Vous avez conservé sa chambre, son parfum, ses robes. Vous entreteniez une illusion, une mémoire figée. Mais derrière, vous avez enterré la vérité. Vous avez préféré oublier, comme si ça suffisait. Jacques ferma les yeux un instant, puis murmura « J'ai peur. Peur de ce que j'aurais découvert. Peur de ce que cela ferait à mon passé. Peur de ce que cela ferait à vous. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup. Elle influença sur un chuchotement rauque, mêlé de douleur. Vous avez déjà détruit sa mémoire. Lire dans ses archives, c'est rendre justice à quelque chose que vous avez tué. Et je ne peux pas rester ici sans ça. Je ne peux pas être complice du silence. Il la regarda pendant une longue seconde, puis il hocha la tête, comme si un accord tacite venait de naître entre eux. Très bien. Demain, nous irons ensemble au village. Je parlerai à ceux qui se souviennent. Vous montrez ces preuves. Il est temps que tout soit remis en lumière. Claire ferma les yeux, inspirant profondément l'air froid. Elle sentit l'emprise du passé se lever un instant. L'espoir se levait sur cette forêt grise, sur cette cabane isolée, sur cette maison où vie et absence s'étaient confondues. Il se tenait désormais sur une route nouvelle, faite de vérité et de confrontation, prêts à affronter ce que le silence avait gardé trop longtemps. Bonheur n'était pas promis, mais la vérité enfin rendue, pourrait offrir à Élodie, à Laurent, à Claire, une chance de paix. Le lendemain, à l'aube, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Les révélations sur Laurent et Élodie avaient redessiné les contours de tout ce qu'elle croyait savoir. Jacques, silencieux comme toujours, accepta de l'accompagner au village sans discuter. Ils prirent le chemin forestier, encore humide de la nuit, marchant sans se parler. Le silence entre eux n'était plus un mur, mais une trêve. Ils partageaient désormais un but commun, comprendre. Arrivés à Sainte-Hélène-sous-Bois, ils commencèrent par interroger l'épicier, puis le facteur à la retraite, puis une ancienne institutrice. Tous avaient reconnu Élodie. Tous se souvenaient d'une femme douce, discrète et d'un mari peu loquace. Mais à mesure que Claire montrait les copies des journaux et les incohérences, les langues commencèrent à se délier. Une femme, Denise Lambert, ancienne voisine, se montra particulièrement précise. Elle se souvenait d'avoir vu Élodie discuter régulièrement avec un homme qu'elle ne connaissait pas, plusieurs semaines avant sa disparition. Un homme bien habillé, aux manières urbaines, pas du coin. Il venait le soir, dit-elle. Jamais très longtemps. Une voiture noire. Il restait à distance de la maison et elle le rejoignait un peu plus loin sur le chemin, près du vieux chêne. Claire sentit un frisson monter dans son dos. Elle montra à Denise une photo de Laurent, extraite de son portefeuille qu'elle gardait encore. La vieille femme n'hésita pas. C'est lui. Le choc fut immédiat. Claire s'éloigna, les jambes soudain instables. Laurent, son mari, celui qu'elle avait pleuré, celui dont elle connaissait chaque geste, chaque parole, avait une double vie. Il avait rencontré Élodie. Il l'avait cherchée, fréquentée, aimée peut-être, ou simplement manipulée. Mais il avait été là, dans ce village, dans cette histoire, sans jamais lui en dire un mot. De retour dans la cabane, Claire fouilla ses affaires. Elle cherchait un carnet qu'elle avait emporté presque par hasard, contenant des notes, des souvenirs, quelques objets qu'elle avait trouvés après la mort de Laurent. À l'intérieur, entre deux pages, une photo tomba. Une image ancienne, prise probablement avec un appareil jetable, aux couleurs légèrement fanées. Elle y vit Laurent, plus jeune, souriant maladroitement, devant une maison en pierre. Derrière lui, à moitié cachée par un buisson, une silhouette de femme, floue mais visible. Claire rapprocha la photo de son visage.
Elle reconnut la courbe du menton, la posture, la robe. C'était Élodie. Le choc fut tel qu'elle s'assit sur le lit, incapable de penser. Elle montra la photo à Jacques. Il resta longtemps sans parler, observant chaque détail, chaque coin de l'image. « C'est ici, dit-il enfin. C'est l'ancien moulin à l'entrée nord du bois. Il a été abandonné il y a des années. Mais je reconnais l'endroit, et c'est elle. C'est bien elle. » Claire, muette, comprenait enfin pourquoi elle n'avait jamais pu accéder entièrement au passé de Laurent. Elle avait vécu avec un homme secret, peut-être coupable, un homme dont l'histoire s'était enchevêtrée avec celle d'une autre femme, dans un coin reculé de Normandie. Tout ce qu'elle croyait vrai, l'image de son mari, son amour, ses souvenirs, venait d'être bousculé par un cliché oublié. « Pourquoi il ne m'en a jamais parlé ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'avoir caché tout cela ?» Jacques s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. Peut-être qu'il essayait de protéger quelque chose, vous, lui-même, ou peut-être qu'il a fui après ce qu'il s'est passé ici. « Mais quoi, Jacques? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'ai plus rien, pas même un repère. Et cette photo, elle me dit juste qu'il m'a menti. Pas pourquoi. Il y a un endroit, dit Jacques après un long silence. Le moulin. C'est là que tout a dû commencer, ou finir. Si cette photo existe, c'est qu'ils s'y sont retrouvés. Peut-être plusieurs fois, peut-être une dernière. Claire savait ce qu'il devait faire. Il fallait retourner là-bas, voir, chercher, comprendre. Le moulin n'était qu'à quelques kilomètres. Il s'y rendrait le lendemain. Pour l'instant, elle devait assimiler ce qu'elle venait de découvrir. Elle passa la soirée dans la chambre, relisant les carnets, les journaux, les lettres anciennes de Laurent. Chaque mot prenait un nouveau sens, chaque silence devenait suspect. Il y avait un passage, écrit quelques mois avant sa mort, dans lequel il évoquait une période où tout aurait pu basculer, sans expliquer plus. Une phrase laissée en suspens, sans contexte. Claire l'a relue plusieurs fois. Était-ce cette histoire avec Élodie? Une fuite? Une tentative d'évasion commune? Ou autre chose? Les heures passèrent, lentement, rythmées par les craquements du bois. Jacques resta dans le salon. Aucun des deux ne parla davantage ce soir-là. Ils avaient chacun besoin de silence. Pas celui pesant des jours précédents, mais un silence de transition, de bascule. Ce soir-là, Claire ne dormit presque pas. Elle observait le plafond de la petite chambre, les mains posées sur la couverture rêche, le cœur lourd. Le visage de Laurent revenait par vagues, mêlé à celui d'Élodie. Les deux visages si différents, si liés. Elle se sentait trahie, blessée, mais aussi responsable. Elle n'avait jamais soupçonné, jamais creusé. Elle avait pris pour acquis un amour que peut-être elle ne connaissait pas complètement. Mais il n'était plus temps de regret. Il était temps d'agir. La photo qu'elle avait trouvée ne mentait pas. Elle disait que les deux histoires étaient liées. Qu'un jour, dans ce village, son mari avait croisé une femme qui vivait dans une cabane isolée, et que depuis ce jour, plus rien n'avait été comme avant. Le reste, ils allaient devoir le découvrir, ensemble. Le lendemain matin, l'air était plus sec, mais le ciel restait bas, pressant la forêt d'une chape grise. Claire se leva sans attendre l'appel du jour, le cœur emporté par une tension intérieure qu'aucune nuit, même calme, ne pouvait apaiser. Dans la cuisine, Jacques l'attendait, les traits tirés, une tasse de café noir entre les mains. Il leva les yeux vers elle à son entrée et hocha la tête. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils savaient tous deux ce qu'ils allaient faire. La cabane, les coupures de journaux, les souvenirs dispersés n'avaient plus rien à leur offrir. La prochaine vérité les attendait ailleurs. Ils marchèrent vers l'ancien moulin en silence, à travers un sentier étroit où les ronces envahissaient les bords du chemin. À chaque pas, les branches griffaient leurs manteaux, mais aucun ne ralentissait. Le moulin apparut au détour d'un petit ravin, dissimulé par une végétation enchevêtrée. Les pierres étaient couvertes de mousse, les volets brisés pendant à leurs gonds, et la roue d'eau, figée depuis des années, semblait veiller sur le silence d'un passé figé. Jacques s'arrêta net en voyant l'endroit. « C'est là, dit-il. C'est là qu'elle venait. Une voisine me l'avait dit une fois, mais je n'y avais pas prêté attention. C'était un lieu isolé. Elle venait lire, disait-elle. » Claire contourna la bâtisse lentement. Elle reconnaissait l'angle de la photo, le buisson, la position du soleil sur le cliché fané. Tout correspondait. Laurent était venu ici. Élodie aussi. Ils s'étaient croisés là, à l'abri des regards. Elle ouvrit la porte branlante. L'intérieur empestait l'humidité et le bois pourri.
Une vieille table, un fauteuil éventré, des papiers décomposés au sol. Sur un mur, elle remarqua des inscriptions au crayon, à demi effacées. On distinguait des initiales L, M et D. Elle passa le doigt dessus, un frisson dans l'échine. Jacques entra derrière elle, les bras croisés. Il regardait la pièce avec une retenue douloureuse. « Tu penses qu'ils se sont aimés ?» demanda-t-il sans la regarder. Claire ferma les yeux une seconde. Elle aurait voulu avoir une réponse claire. Elle aurait préféré un mensonge à une incertitude. « Je pense qu'ils se sont trouvés. Dans un moment où chacun cherchait à fuir. Ce n'est peut-être pas de l'amour. Peut-être que c'était juste une parenthèse. Et cette parenthèse a détruit ma vie. » Jacques avançait lentement, les poings serrés. Il était fatigué, mais une colère sourde refaisait surface. Claire le regarda avec prudence. « Ma vie aussi, dit-elle. Mais toi, tu l'as su. Tu as pu lui dire au revoir. Moi, on m'a laissé avec un lit vide. » Claire sentit la rage monter en elle, elle aussi. Elle s'approcha de Jacques, planta ses yeux dans les siens. « Tu crois que c'est plus facile d'enterrer un mari en pensant qu'il était honnête, aimant, loyal? De le pleurer chaque jour pendant 2 ans pour apprendre qu'il avait eu une autre vie ici, avec une autre femme? Je ne savais rien, Jacques. Rien. Et maintenant, je dois me demander s'il m'a aimé ou si je n'étais qu'un refuge de plus. » Jacques détourna le regard. Il marcha vers le fond de la pièce, s'arrêta devant la fenêtre brisée. « J'ai toujours pensé qu'il l'avait emmenée. J'ai nourri cette idée comme on entretient un feu, parce que c'était moins douloureux que de me dire qu'elle était peut-être partie de son plein gré, qu'elle m'avait quitté. » Claire s'approcha doucement. « Et si ce n'était ni l'un ni l'autre? Et si quelque chose leur était arrivé ici? Tu n'as jamais pensé à ça? » Il secoua la tête nerveusement. « L'enquête n'a rien trouvé. Pas une trace, aucun corps, pas de preuves. Et pourtant, tout le monde a accepté. Tout le monde a classé l'affaire. Mais toi, tu savais que quelque chose clochait, et tu n'as pas cherché. Tu crois que c'était facile? Tu crois que j'avais la force? » Claire s'adossa au mur. « Moi non plus, je n'ai pas cherché. Après sa mort, j'ai rangé ses affaires, ses carnets, ses lettres. Je n'ai jamais rien lu. Je n'ai jamais voulu savoir ce que je pourrais découvrir. Et maintenant que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. » Elle sortit la photo trouvée dans son carnet et la tendit à Jacques. « C'est ici, ce jour-là. Regarde leur visage. Est-ce que tu y vois de la peur? Moi non. Je vois 2 personnes qui se retrouvent. Mais pourquoi? Pourquoi dans ce lieu? Pourquoi en secret? » Jacques prit la photo, la contempla longuement. Puis il s'assit sur une caisse humide, la tête basse. « Tu veux dire qu'ils ne sont pas partis ensemble, qu'ils ont été arrêtés avant, que quelqu'un les a empêchés, ou que quelque chose s'est passé ici, ce jour-là, peut-être une dispute, peut-être une décision précipitée. » Jacques leva les yeux. « Tu penses qu'il l'a tué ?» Claire secoua la tête lentement. « Je ne sais plus ce que je pense. Je veux des faits. Je veux des preuves. Je veux savoir pourquoi ton épouse a disparu et pourquoi mon mari est mort avec ce secret. Et pour ça, on doit retourner là où tout a commencé. » Ils restèrent là un long moment, dans le silence de la vieille bâtisse. Aucun oiseau ne chantait. Aucun vent ne soufflait. La forêt autour semblait écouter. Mais ce n'était pas du mystère. C'était de la mémoire. Pure, froide, intacte. Jacques se leva, frotta ses mains pleines de poussière sur son pantalon. « Alors cherchons, il doit bien rester quelque chose ici. Une lettre, un objet, un mot. » Claire acquiesça. Ils se mirent à fouiller, retournant les planches, examinant les murs. Elle ouvrit une vieille malle au fond, pleine de papier humide. À l'intérieur, des objets sans valeur, une écharpe décolorée, une boucle d'oreille, un carnet moisi. Mais derrière, coincé dans la doublure de la malle, elle sentit un papier plus épais. Elle tira doucement. C'était une lettre, pliée, jaunie, mais intacte. Elle la montra à Jacques. Ils restèrent immobiles quelques secondes, les yeux rivés sur le papier. « Elle est signée Élodie, dit-elle, et elle n'a jamais été envoyée. » Jacques tenait la lettre entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, la regardant longuement sans oser l'ouvrir. Claire, à ses côtés, sentait sa gorge se nouer. Le silence entre eux n'était plus un obstacle, mais une tension palpable, chargée d'anticipation. La lettre était pliée avec soin, l'encre visible sur les bords semblait d'une écriture fine et régulière. Claire l'ouvrit lentement, prenant soin de ne pas abîmer le papier jauni par le temps. Les premières lignes suffirent à faire monter les battements de son cœur. « Jacques,
Si jamais tu trouves cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de tout te dire en face. J'ai peur, depuis longtemps. Ce que j'ai découvert sur toi m'effraie, et je ne sais plus si je peux continuer à vivre dans cette maison, à faire semblant que tout est normal. Je sais ce que tu caches. Je sais pour cet argent, pour ces gens qui viennent quand tu n'es pas là. Je ne veux pas savoir davantage. Je veux partir, Jacques, pas pour fuir, mais pour survivre. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Laurent. Il ne sait rien de tout ça. Il pense que je suis juste une femme malheureuse et je ne veux pas le mêler à ta vie. Je vais essayer de partir discrètement. Je laisserai cette lettre ici, au cas où. Mais si quelque chose m'arrive, si je n'arrive jamais à quitter cet endroit, ce sera parce que tu m'en auras empêché. Adieu. Élodie. À la lecture des derniers mots, Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tendit la lettre à Jacques, qui la lut d'un trait, sans lever les yeux. Lorsqu'il termina, ses mains tremblèrent légèrement, mais son visage était figé, presque impassible. Pourtant, dans le silence qui suivit, quelque chose avait basculé. Elle savait, dit-il enfin. Sa voix n'avait plus la froideur d'avant. Elle était rauque, abîmée par la honte. Elle savait pour mes affaires. Ce n'était pas grand-chose. Des prêts accordés à des voisins, quelques retours en liquide. Rien d'illégal. Du moins, je le pensais. Puis, les gens ont commencé à disparaître. Pas à cause de moi, mais à cause de ceux que j'avais laissés entrer. Des hommes qui disaient vouloir m'aider, m'acheter des terres, financer des projets. En vérité, ils voulaient acheter le silence. Claire l'écoutait sans l'interrompre. Elle a compris que j'étais en danger. Et que, par ma faute, elle l'était aussi. Elle m'a posé des questions. J'ai éludé. Puis j'ai fui. Fui la conversation. Fui les soupçons. Et elle a trouvé une échappatoire. Laurent, murmura Claire. Jacques hocha lentement la tête. Il a dû arriver au mauvais moment. Elle l'a peut-être vu comme un moyen, un espoir. Mais si elle a écrit cette lettre, c'est qu'elle avait compris que ce n'était pas une simple histoire d'adultère. Elle craignait pour sa vie. Claire sentit une colère sourde monter en elle, contre Laurent, contre Jacques, contre tous ceux qui, volontairement ou non, avaient conduit Élodie vers un destin incertain. Elle voulait partir. Elle avait peur. Et tu l'as laissée sans protection. Tu savais que ce que tu faisais était dangereux, et tu n'as rien changé. Tu l'as condamnée à vivre dans la peur. J'ai été lâche. Je ne l'ai jamais frappée, jamais menacée. Mais j'ai fermé les yeux. Je pensais que tout s'arrangerait. Et puis un matin, elle n'était plus là. J'ai cru qu'elle était partie avec lui. Et si ce n'était pas le cas? Et si elle avait tenté de s'échapper et qu'elle n'y est pas parvenue? Tu as pensé qu'il l'avait enlevée. Mais si c'était l'inverse? Si elle n'avait jamais réussi à le rejoindre? Alors, je l'ai perdue à cause de ma propre peur. Pas à cause de lui. Pas à cause d'elle. À cause de moi. Claire reprit la lettre, la relut, s'attardant sur chaque mot. Tout était là. Pas une preuve irréfutable, mais un témoignage clair. Une femme qui craignait son mari, ses fréquentations, ses silences. Une femme qui voyait en Laurent un espoir de fuite, mais sans certitude. Et une lettre restée cachée pendant 5 ans, dans l'endroit même où tout semblait avoir convergé. « Nous devons porter ça aux autorités, dit-elle. »« C'est trop vieux, » répondit Jacques. « Il n'y a pas de corps, pas de témoin, juste une lettre. Alors on fait parler les gens. Ceux que tu connais, ceux qui t'ont vu changer, ceux qui ont soupçonné quelque chose mais n'ont rien dit. Et moi, je parle aussi. Je raconte qui était Laurent, ce que j'ai découvert, ce que j'ignore encore. » Jacques la regarda longuement. Dans son regard, il n'y avait plus de défense, plus de barrière, seulement l'acceptation douloureuse de ses fautes. « Très bien. On ira demain. » Claire rangea la lettre dans une pochette plastique, puis dans son sac. Elle prit une dernière photo de l'intérieur du moulin, des initiales sur le mur, des objets laissés à l'abandon. Le vent commençait à se lever, sec et coupant. Ils quittèrent le lieu en silence, remontant lentement le sentier, côte à côte. La forêt semblait les observer, mais sans hostilité. Ils ne fuyaient plus. Ils remontaient le fil des erreurs, prêts à en assumer les conséquences. De retour à la cabane, Claire s'isola un moment dans sa chambre. Elle relut ses carnets, ses notes, tenta d'organiser les événements. Laurent n'était plus ce mari sans faille. Jacques n'était plus seulement un homme taciturne. Élodie n'était plus une figure absente. Chacun avait agi, choisi, fui ou affronté à sa manière. Le soir, ils mangèrent peu. La tension avait laissé place à une lassitude pesante. Mais pour la première fois,
Il savait ce qu'il devait faire. Et le lendemain, il commencerait. Dès la première heure du jour, Claire et Jacques se rendirent à la gendarmerie du canton voisin, la lettre soigneusement protégée dans un dossier qu'ils avaient préparé la veille. Le bâtiment, austère et silencieux, semblait sortir tout droit d'un autre temps, avec ses murs jaunis et ses portes aux gonds grinçants. À la réception, un gendarme d'âge moyen, visiblement peu habitué à recevoir des visiteurs pressés, les accueillit avec un haussement de sourcils. Claire présenta calmement le dossier, insistant sur la nature du document retrouvé, les correspondances avec la disparition d'Élodie Delarue et la possible implication indirecte de Laurent Moreau. Le gendarme, sceptique au départ, lut la lettre avec attention. Lorsqu'il leva les yeux, il n'avait plus l'air blasé. Il les invita à patienter pendant qu'il allait chercher son supérieur. Après plusieurs minutes, un commandant entra dans la pièce, se présenta rapidement, puis les fit asseoir dans un bureau austère. Claire recommença depuis le début. Son arrivée dans la région, la panne de voiture, la cabane, les premiers signes étranges, les coupures de journaux, la découverte du moulin, la photo, et enfin, la lettre. Elle n'omit rien. Jacques confirma chaque point. Le commandant écouta sans les interrompre, prenant des notes, posant quelques questions précises. « Il faudra rouvrir le dossier », dit-il enfin. « Techniquement, il n'a jamais été classé comme crime, seulement comme disparition. Ce document pourrait changer la nature de l'enquête. Mais il nous faudra plus. Vous comprenez que cette lettre, bien que troublante, ne constitue pas une preuve formelle d'un délit. » Claire hocha la tête. Elle s'y attendait. « Et si vous interrogiez les anciens voisins ?» Certains se souviennent d'un homme venu voir Élodie avant sa disparition, un certain Laurent Moreau. « C'était mon mari. » Le commandant sembla intéressé. « Vous avez des preuves qu'il était ici ?»« Une photo, retrouvée dans mes affaires. Elle date d'avant sa mort. On y voit clairement le moulin et Élodie en arrière-plan. Je veux cette photo et les noms de tous les habitants qui pourraient confirmer l'avoir vue. » Ils passèrent la journée à fournir les informations, à signer les documents nécessaires, à répondre à d'autres interrogatoires. La procédure administrative fut longue, mais le ton avait changé. Il y avait une forme de respect, désormais. Claire et Jacques n'étaient plus des curieux mais des acteurs d'une possible vérité oubliée. Le lendemain, les gendarmes se rendirent à Sainte-Hélène-sous-Bois. Ils interrogèrent Denise Lambert, l'épicière, l'ancien facteur. Chacun, avec des souvenirs flous mais concordants, évoqua la venue répétée d'un homme venu de la ville, la présence d'Élodie sur les chemins isolés, ses silences prolongés, sa nervosité. Certains confièrent aussi à voix basse avoir toujours trouvé le départ d'Élodie étrange, trop brutal, trop net. Le commandant fit saisir la lettre comme pièce officielle. Le moulin fut inspecté. Les gendarmes prirent des photos, mesurèrent, fouillèrent à leur tour. Rien de décisif ne fut trouvé, mais la scène correspondait au récit. Les inscriptions sur le mur furent documentées. La malle où la lettre avait été dissimulée fut placée sous scellé. Dans les jours qui suivirent, la presse locale reprit l'affaire. Un titre sobre mais lourd de sens apparut dans l'édition dominicale. Disparu depuis 5 ans, la vérité sur Élodie Delarue refait surface. Le village, longtemps plongé dans l'oubli, devint brièvement le centre d'attention d'un département trop habitué au silence. Les anciens sortirent de leurs réserves. Plusieurs appelèrent la gendarmerie, apportant des détails jusque-là tus. Un cri entendu un soir, une voiture inconnue vue près du moulin, un mouvement inhabituel près de la rivière. Claire resta discrète. Elle évita les journalistes, refusa les demandes d'interview. Elle n'était pas venue chercher la lumière. Elle était venue chercher des réponses. Jacques, lui, parlait peu. Il passait des heures assis sur le perron de la cabane, le regard perdu dans les arbres. Claire l'observait parfois à distance. Il avait changé. La colère et la défense avaient cédé la place à une sorte d'abandon, ou peut-être de lucidité. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-elle un soir. Il tourna la tête vers elle, longtemps, avant de répondre. « Pas seulement ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas eu le courage d'affronter, ce que j'ai laissé pourrir, la peur, le confort, le silence. C'est plus facile de ne rien voir. Et maintenant ? Maintenant, je veux que ceux qui ont fermé les yeux se rappellent, et que ceux qui savent parlent. » La gendarmerie poursuivit les investigations. Un ancien employé municipal, aujourd'hui retraité, admit avoir trouvé un sac à main dans les bois, quelques mois après la disparition d'Élodie. Il l'avait caché, de peur d'être mêlé à une affaire.
Le sac fut retrouvé dans son garage. À l'intérieur, des objets personnels d'Élodie, dont une montre gravée aux initiales de sa mère. Claire assista à l'ouverture du scellé. C'était une confirmation, un indice de plus, une preuve qu'elle n'avait jamais quitté la région de son plein gré. Les jours passèrent, puis les semaines. Un juge accepta la réouverture officielle de l'enquête. Un appel à témoins fut diffusé sur les radios régionales. Le nom de Laurent fut mentionné. Sa photo, floue mais reconnaissable, circula. Plusieurs personnes affirmèrent l'avoir croisé à l'époque, parfois en compagnie d'Élodie, parfois seule. Les récits se recoupaient. Claire tenait un carnet où elle notait tout. Les dates, les noms, les lieux. Elle reconstruisait une chronologie. Non pour juger, mais pour comprendre. Chaque détail formait un puzzle dont elle commençait enfin à voir les contours. Laurent n'avait peut-être pas enlevé Élodie. Peut-être même avait-il tenté de l'aider. Mais ce qui était sûr, c'est qu'ils avaient été interrompus. Par la peur, par la menace, par quelque chose ou quelqu'un qui n'avait jamais été identifié. Elle se tenait désormais à mi-chemin entre deux mondes, celui du passé et celui de ce qu'il restait à faire. Le souvenir d'Élodie n'était plus une ombre, c'était une voix, une lettre, un appel, et Claire avait décidé d'y répondre, sans faiblir. Le vent soufflait fort sur les collines de Normandie lorsque Claire descendit du petit car régional, un sac de provisions à la main. Cela faisait désormais plusieurs semaines que l'enquête avait été officiellement rouverte, que les gendarmes multipliaient les entretiens et les fouilles, et que les voix du passé sortaient peu à peu de leur torpeur. Le village n'était plus seulement une carte postale oubliée. Il était redevenu un lieu chargé de sens, un espace où les souvenirs refusaient désormais d'être ignorés. Jacques avait été convoqué à plusieurs reprises pour apporter ses témoignages, livrer ses contacts d'autrefois, décrire les événements avec plus de clarté. Il avait tout dit, sans chercher à se protéger. Lors de sa dernière entrevue, il avait parlé d'un homme venu lui proposer de céder son terrain peu avant la disparition d'Élodie, un certain Montel, dont les affaires avaient depuis été dissoutes. Ce nom, une fois transmis aux autorités, avait ravivé d'autres affaires classées, dont certaines impliquaient des disparitions similaires dans des zones rurales. Un matin de décembre, la gendarmerie avait perquisitionné un entrepôt abandonné dans une ville voisine. On y avait retrouvé des documents, des objets volés, et parmi eux un carnet qui aurait appartenu à Élodie. Il contenait des notes personnelles, des observations, des dates. Rien de définitif, mais assez pour prouver qu'elle avait bel et bien tenté de s'exprimer, de noter ce qu'elle avait observé, et que quelqu'un avait tout fait pour que cela reste enterré. Jacques, convoqué une dernière fois, était ressorti du commissariat sans menottes, mais vidé. Le commandant lui avait serré la main. Pas un pardon, mais une reconnaissance. Il n'était pas l'assassin. Il avait été le complice passif d'un silence trop lourd, et cela, il le porterait toute sa vie. Claire, de son côté, avait décidé de rester. Non par obligation, mais par choix. Elle avait quitté Paris, vendu ce qu'il restait de son appartement, et loué une maison modeste non loin du village. Le changement avait été radical, mais nécessaire. Dans ce nouveau décor, elle ressentait enfin une forme d'ancrage. Non pas une paix immédiate, mais une direction. Elle rendait souvent visite à Jacques. Leur relation s'était transformée, passant de la méfiance à une solidarité discrète. Ils ne parlaient pas toujours de ce qu'ils avaient traversé. Parfois, ils prenaient le thé en silence, observant la neige qui s'accumulait sur le toit de la vieille cabane. Parfois, elle restait seule, dans ce même fauteuil où elle l'avait trouvé la première fois, écoutant le vent s'infiltrer dans les fissures du bois. Une après-midi, alors que la première neige de l'hiver tombait, Claire sortit de chez elle pour rejoindre le petit centre communautaire du village. Elle y avait proposé de donner des cours de lecture aux enfants et d'organiser un cercle de parole pour les femmes isolées. Ce projet, au départ timide, avait gagné en importance. Plusieurs femmes du coin, souvent discrètes, souvent invisibles, avaient commencé à venir régulièrement. Elles parlaient peu, mais elles étaient là, présentes. Et c'était déjà une victoire. Un jour, au fond de la salle, une femme âgée l'interpella à la fin d'une session. « Vous savez, mademoiselle Moreau, ce que vous faites ici, ce n'est pas anodin. Vous nous aidez à voir que nos histoires valent quelque chose. » Claire resta silencieuse un moment, émue. « Je suis venue ici pour une raison que je ne comprenais pas encore. Mais maintenant, je crois que je sais. Et qu'est-ce que vous avez compris ?»
que certaines absences parlent plus fort que les présences, et que tout ce qu'on choisit d'ignorer finit par nous revenir. Il faut apprendre à écouter, même ce qu'on ne veut pas entendre. L'hiver avança, le froid se fit plus dur, les routes devinrent glissantes, les nuits plus longues. Mais Claire restait. Elle sortait chaque matin avec le même manteau usé, traversait les mêmes chemins, saluait les mêmes visages. Sa vie, désormais, s'écrivait à hauteur d'humanité, sans éclat mais avec vérité. Un soir, elle reçut un appel du commandant de gendarmerie. La voix, grave, lui annonça que les derniers éléments de l'enquête avaient permis de relier la disparition d'Élodie à un réseau illégal de transactions foncières impliquant menaces, intimidation et dissimulation. Aucun suspect n'avait encore été arrêté, mais les noms étaient là. L'enquête allait s'étendre. D'autres régions, d'autres victimes. La lettre d'Élodie avait ouvert une brèche. Claire remercia le commandant, raccrocha, puis resta longtemps devant la fenêtre. La neige tombait lentement. Une lumière douce baignait le salon. Elle pensa à Laurent, à ce qu'elle avait perdu, à ce qu'elle avait découvert. Il resterait pour toujours un mystère partiel, un homme qu'elle avait aimé, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Elle acceptait désormais cela. Elle acceptait que certaines réponses n'arrivent jamais. Elle alla jusqu'à la cabane. Jacques s'ouvrit la porte avant même qu'elle frappe. Il l'attendait. Ils s'assirent près du feu. Elle lui raconta l'appel. Il ne répondit pas tout de suite. Elle aurait aimé savoir que quelqu'un a fini par écouter, dit-il enfin. Elle n'a pas parlé pour rien. Elle a semé quelque chose. Et c'est à nous d'en faire quelque chose de juste. Ils restèrent là, un long moment, le regard plongé dans les flammes. Le passé n'était pas effacé. Mais il n'était plus seul à dicter les jours. À l'extérieur, la neige continuait de tomber, couvrant la cabane, les arbres, les routes, d'un blanc silencieux. Et dans ce silence, il n'y avait plus de peur, seulement le début d'une mémoire assumée.